Bonjour à tous. Pour notre deuxième panel, il va être question donc des menaces internes à la société israélienne. Souvent, il est question de géopolitique dans les médias et parmi les commentateurs politiques, il est question de menaces externes d'Israël, donc géopolitiques, on vient de les évoquer. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi nous voulons évoquer ces sujets avec Denis Charbit et Raphaël Zagouri, Orly et Hagit Ofran en vidéo, c'est qu'il nous semble qu'on met moins l'accent dans les médias sur le fait que les dérives, depuis quelques années, les dérives du gouvernement israélien, de la politique israélienne, sont en tant que telles des menaces, pas seulement pour la démocratie, mais peut-être aussi pour l'existence d'Israël. Aussi pour les Juifs de diaspora, pour les Juifs de France, il est important de s'en soucier, de s'en préoccuper, si on est concerné par l'avenir d'Israël. Une Israélienne qui vit à Paris a interpellé le public récemment, le public juif, en disant « Est-ce que vous accepteriez, lorsque vous allez en vacances en Israël, que les femmes soient reléguées au fond d'un bus, à l'arrière d'un bus? Est-ce que vous accepteriez que sur les plages, il y ait des jours pour les hommes et des jours pour les femmes ?» Donc, on est concerné forcément. C'est un des aspects, en tout cas, de l'évolution de la politique israélienne récemment qui nous interpelle. Ces lois qui sont votées sous l'impulsion des ultra-orthodoxes d'un côté, des suprémacistes de l'autre, qui sont votées ou qui sont en passe de l'être. Alors, nous avons 3 intervenants aujourd'hui pour éclairer ce sujet. Denis Charbit parlera en premier. Denis Charbit est politiste, professeur à l'Université ouverte de Tel Aviv. Il brossera d'abord un tableau d'ensemble de ces menaces et il montrera les liens entre ces différentes menaces, les réformes législatives et les réformes du système judiciaire d'un côté, les menaces des colons dont nous entendrons parler un peu plus précisément par Hagit Ofran en vidéo. Hagit Ofran étant la directrice de l'Observatoire de la colonisation du mouvement Shalom Arshav. Et ensuite, nous écouterons Raphaël Zagouri Orly, qui est philosophe franco-israélien, enseignant à l'Université catholique de Paris, qui évoquera les menaces du sionisme religieux activiste, messianiste, pour l'ensemble de la société israélienne, et peut-être aussi pour le judaïsme de diaspora. Voilà. Donc, Denis, à toi la parole. Bonjour et merci d'être venus si nombreux. Et je suis, comment dirais-je, affecté d'une tâche, on va dire, difficile, puisqu'il s'agit de relier les 3 aspects. Je le dis d'emblée, je parlerai moins de ce point de vue-là de la guerre elle-même et du 7 octobre, si ce n'est, et donc ne pensez pas que ça ne me préoccupe pas ou que ça ne fait pas partie de mes inquiétudes, de mes attentes, de mes espérances, mais je le dis parce que comme nous allons mettre le projecteur sur ce qui se passe à l'intérieur de l'État d'Israël, je considère qu'à bien des égards, le 7 octobre et la guerre qui suit a constitué, alors en fonction je dirais, de l'audience dont dispose le gouvernement. Il y a eu des moments où on sentait que le gouvernement était, je ne dirais pas sur le point d'éclater, mais en tout cas ne disposant pas d'un soutien de l'opinion publique. Et puis ça a un petit peu changé, ça a remonté surtout, pour en donner une perspective chronologique, ça a surtout remonté après l'élimination de Nasrallah et de Sinwar, dans la mesure où ça a inspiré, au-delà de la satisfaction de voir les chefs des 2 factions qui avaient agressé Israël, de les voir disparaître, parce que c'était des ennemis de longue date. Mais au-delà de cette satisfaction, on va dire, temporaire, somme toute compréhensible, ça a surtout inspiré le sentiment que la capitulation était imminente. Or, elle ne l'est pas. Tout le monde pensait en Israël, et j'y étais à ce moment-là, tout le monde pensait à ce moment-là que
d'ici 8 jours, voire 24 heures, ou allez, 15 jours dans le pire des cas, le Hamas allait capituler, et il en aurait été de même, peut-être plus vite encore pour l'Hezbollah, parce que le Hezbollah est quand même inséré dans un jeu politique où il s'en sort bien, mais où il n'est pas quand même seul comme acteur au Liban. Et ça n'a pas eu lieu. Et donc on est dans une situation, alors certes politiquement parlant, il faut bien le dire, le gouvernement dispose d'une majorité très forte, puisque Gideon Sa'ar a rejoint cette coalition avec ses 4 députés, donc on en est à 68 sur 120. Et donc je dirais la perspective, le calendrier souhaité par Netanyahou, à savoir de faire en sorte que ce gouvernement tienne jusqu'en novembre 2026, me paraît plausible. Et je dirais, au risque de vous surprendre un petit peu, je n'en suis pas scandalisé, parce que je pense que 2 ans, c'est le temps nécessaire et indispensable pour pouvoir modifier la donne. Je ne suis pas certain, comme beaucoup de manifestants le réclamaient, qu'il faut des élections immédiatement, dans la mesure où ce n'est pas le principe de consulter le peuple qui compte tellement que de se dire que le résultat ira dans un sens ou dans un autre. Donc je considère à bien des égards que le 7 octobre, ce qui a suivi, constitue ce qu'on pourrait considérer comme une aubaine. Dans un premier temps, et j'y reviendrai pas puisque je dis que je ne parlerai pas beaucoup de la guerre, dans un premier temps pour dire, et c'est ce qu'a très bien résumé et commenté et analysé Gilles Kepel, nous nous sommes accommodés du Hamas depuis 2006 et du Hezbollah depuis 1982, y compris après 2006 lorsqu'il y a eu la seconde guerre du Liban. Nous avons l'occasion, le 7 octobre, nous fournit l'occasion de dire au monde entier, mais surtout aux Israéliens, nous ne voulons plus de voisins de cet ordre. Fournissez-nous-en d'autres. Ça peut être l'autorité palestinienne, ça peut être une nouvelle direction politique palestinienne, ça peut être que les acteurs du Liban transforment le Hezbollah en seul acteur politique, mais plus en milice menaçant. Voilà. Et à cet égard, ça me paraît avoir été quelque chose de tout à fait légitime comme réflexion, à ceci près qu'on l'a défini, me semble-t-il, dans des termes qui allaient peut-être trop loin, c'est-à-dire l'éradication. Alors le mot est très satisfaisant pour les Israéliens, et en hébreu c'est encore plus fort que éradication, c'est liquidation. Mais voilà, au bout d'1 an, et qui pensait que ça durerait plus d'1 an, on s'est dit, au bout de 3 mois, 6 mois, on va y arriver. Le Hamas, c'est quand même, ok, il a fait un très grand coup. Enfin, une fois que l'armée israélienne s'est ressaisie, elle va y parvenir. Et pourquoi je commence par là? Parce que il apparaissait à tout le monde que tout ce qui relève de la politique intérieure et du projet, alors c'est intérieur et extérieur, parce que pour moi la colonisation c'est pas un projet intérieur, c'est un projet qui touche la Cisjordanie, donc c'est pas tout à fait à l'intérieur d'Israël, mais je dirais ces 2 projets avec lesquels le gouvernement a été formé le 28 décembre 2022 et qui allait dans le sens, de la théocratisation. Alors le mot est un peu fort, je vous le concède, il ne s'agit pas de mettre les rabbins à la tête d'Israël, mais de faire en sorte que la vie publique, l'espace public, je fais référence aux deux exemples qui ont été donnés par cette amie israélienne à Paris, donc que la vie publique, il n'a jamais été question d'intervenir dans la vie privée des Israéliens. Là-dessus, je peux même faire confiance aux partis religieux en leur faisant une sorte de grande concession. Mais pour ce qui concerne la vie publique, eh bien, les évolutions sociologiques, qu'a évoqué également Gilles Kepel, ils devraient quand même un jour ou l'autre trouver leur traduction. Et 2022 a été, de ce point de vue-là, le tournant. Je l'explique pour que ce ne soit pas comme ça dit sans l'argumenter. Vous allez me dire, mais attendez, Netanyahou, il est au pouvoir depuis 2009. Je laisse de côté l'épisode 96-99. Pourquoi en 2022, ce projet-là devient, on va dire, explicite et en voie de réalisation,
alors que jusque-là, alors qu'il avait déjà 13 ans pour le faire et qu'il ne l'a pas fait, peut-être à l'exception de la loi fondamentale sur l'État-nation du peuple juif et quelques législations que j'évoquerai sans doute tout à l'heure. Enfin, c'était, voilà, ça et là, et après tout, dans une certaine logique démocratique, si un gouvernement est élu et que de surcroît il est un gouvernement sortant, bah, il a bien le droit de réaliser ça et là quelques points de son programme politique. Alors pourquoi il ne l'a pas fait jusqu'en 2022 ? Bah parce que, on l'a oublié, mais Netanyahou a toujours gouverné avec des coalitions idéologiquement pluralistes. En gros, pour le dire plus clairement, il y avait ou le Parti travailliste, tout au début avec Ehud Barak, qui était ministre de la Défense, ou bien un peu plus tard, en 2013, c'était Yair Lapid, et son parti qui avait fait 13 députés du premier coup. Et puis même en 2019, qui est la dernière, 2015, et la dernière coalition qui a tenu 4 ans, il y avait un tout petit parti, un dissident du Likoud, un peu comme Guidon Sa'ar, il s'appelait Moshe Kahlon, qui était voilà, plutôt centre droit, on dirait en termes de politique française, centre droit. Et les trois, chacun son tour, avaient posé comme condition à leur participation à une coalition parlementaire dirigée par le Likoud avec les partis religieux qu'on ne toucherait pas à la Cour suprême et que tous les projets, on va dire, mettant en cause de près ou de loin le libéralisme, enfin la démocratisation libérale d'Israël, de l'État d'Israël, ne seraient pas touchés. Alors après, vous avez eu cette période de transition 2019-2022, au cours de laquelle il y a même eu 1 an et demi durant lequel ce n'était pas Netanyahou qui était au pouvoir, mais Bennett suivi de Lapid. Et dans les 2 années qui ont précédé, bah, c'était chaotique et il y avait des élections à répétition tous les 6 mois, tous les 8 mois. Et donc voilà, il y avait une paralysie à cause de l'arithmétique parlementaire qui faisait que ça ne bougeait pas beaucoup. Et 2022, alors il faut le comprendre, c'est pas qu'il y a eu basculement à droite, c'est pas qu'il y a eu virage à droite, il y a eu tout simplement 2 partis politiques, le Meretz, qui a frôlé l'entrée au Parlement, où elle a toujours été représentée depuis que le parti a été fondé en 92, et là obtient des suffrages qui ne suffisent pas. Elle obtient 3,12% des suffrages exprimés, alors qu'il en faut 3,25. Il manque 10 000 voix. Et donc, au lieu d'avoir 4 députés au minimum, elle se retrouve avec 0 député. Et donc, ça veut dire que, sans rentrer dans les arcanes du système de la proportionnelle à l'israélienne, ça veut dire que toutes ces voix-là ne sont plus comptées. Et du coup, ça donne beaucoup plus de poids au parti arrivé en tête, dont le Likoud. Et un deuxième parti, alors lui, il est un peu plus loin du score, mais je crois que c'était 2,80 sur 3,25, voilà, on est déjà un peu plus loin. C'est le Balad, c'était un parti, on va dire, nationaliste palestinien, voilà, par rapport au parti islamique qui acceptait de coopérer et d'entrer dans une coalition, et par rapport au parti communiste, enfin ex-parti communiste, on va dire plus, judéo-arabe, hein, puisqu'il a aussi un député juif dans ses rangs. Lui, il arrive à 2,80, et donc on a comme ça alors, ce qui fait d'ailleurs qu'on a beaucoup, comme on le fait pour les élections américaines, on a fait la distinction entre le nombre de sièges, et là, bien sûr, que la gauche et le centre sont défaits, avec donc 56 députés, un alignement de 56 députés, alors que le popular vote, c'est-à-dire si on additionne tous ceux qui ont voté, les suffrages exprimés, mais y compris ceux qui ne sont pas passés, qui n'ont pas été élus, là, on voit bien que ce camp-là était supérieur en nombre. Supérieur en nombre, mais pas en siège. Et là donc, pour conclure, cet aspect politique un peu, on va dire, très précis, 2022, pour la première fois depuis que Netanyahou est au pouvoir, donc depuis 2009, non seulement il revient aux affaires, après cette éclipse d'1 an et demi, mais surtout, il a une coalition homogène. Et il n'a plus, comme dans les précédentes coalitions que je vous ai définies, il n'a plus ce petit parti, cette force d'appoint qui conditionne son entrée en disant on ne touche pas à la Cour suprême et on ne touche pas aux libertés fondamentales. Et ça a donné lieu, je le rappelle, même si c'est un peu avant, ça a donné lieu entre le novembre 2022, le soir, enfin, avec la publication des résultats officiels des élections, et le 28 décembre 2022,
1 mois et demi durant lequel on a formé la coalition, ça a donné lieu à un théâtre de projets de loi, parce que, voilà, il se dit, ça y est, non seulement on est au pouvoir, mais on a les moyens de tout faire. Et pour aller plus vite, regardez le calendrier, il est absolument lumineux. 28 décembre, 3 janvier, ou 4 janvier, faudra vérifier, 3 ou 4 janvier, conférence de presse du ministre de la Justice pour annoncer les réformes. C'est-à-dire, il ne se passe pas encore une semaine que déjà on nous annonce la couleur avec voilà, donc ce qu'on appelait la réforme judiciaire, c'est-à-dire la mise au pas de la Cour suprême et de ses prérogatives. Avec le mouvement qui a été mené et qui a conduit, il faut le dire, à un succès dont je suis bien obligé de constater aujourd'hui que c'est un succès provisoire. Succès provisoire, succès en tout cas, puisque la seule loi qui est passée sur l'irrecevabilité comme critère pour disqualifier une décision gouvernementale, même ce critère-là a été comment dirais-je, contesté par la Cour suprême, puisqu'elle disposait encore de ses prérogatives et qu'elle pouvait encore annuler des lois. Et donc, septembre 2023, on peut se féliciter de la société civile israélienne qui s'est mobilisée progressivement, pas du premier jour, mais qui, à partir de février en tout cas, et évidemment après l'éviction de Galante, le limogeage le numéro 1 de Galante, mais qui n'est pas allé à son terme, on pouvait se féliciter de se dire, ben voilà, des forces démocratiques existent bel et bien, et ça constituait effectivement pour beaucoup d'entre nous une sorte de réveil salutaire en se disant, ben finalement, on tient bon. Alors voilà, c'était une longue introduction pour vous dire que le sentiment général, dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, c'était que on ne sait pas ce que va donner la guerre, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne reviendra plus sur la réforme judiciaire, entre guillemets, et tous les projets de loi conçus par cette coalition seront définitivement mis sous le boisseau. Je rappelle, on parle toujours, à la veille, on était sur le point de mettre, de faire que l'Arabie saoudite signe les accords d'Abraham. Parallèlement, au même moment, en Israël, alors dans des conditions un peu différentes, bien sûr, les partis orthodoxes disent on ne votera pas le budget si on ne décide pas, si on ne vote pas une loi qui inscrit définitivement la conscription, pardon, la non-conscription, le désengagement, le désenrôlement, l'exemption, voilà, merci, l'exemption des orthodoxes. Alors vous allez dire, là aussi je précise, parce que les gens me disent, mais attendez, depuis 49 ils ne font pas l'armée, pourquoi, qu'est-ce que veut dire, à quoi correspond cette loi? En fait, ils ne font pas l'armée, mais le texte qui l'autorise n'est pas un texte qui dit explicitement les orthodoxes sont dispensés. Et d'ailleurs, ils sont tenus de se présenter comme tout le monde, comme tous les autres, et puis ensuite on leur donne un papier, ils doivent revenir à l'âge de 26 ans pour dire voilà, j'ai terminé. Donc il y a toute une procédure un peu... Et donc là, les orthodoxes disant voilà, maintenant qu'on a en fait toute latitude pour faire ce que l'on veut, eh bien, c'est le moment de dire maintenant, définitivement, les orthodoxes ne seront pas recrutés pour le service militaire, non seulement de facto, mais maintenant de jure, par la loi. Et donc, l'esprit des Israéliens dans les semaines qui suivent, c'est que toutes ces réformes, y compris celle de la conscription, enfin, ou plutôt celle de l'exemption, décidément, de l'exemption, tout ça, c'est terminé. Pour les plus optimistes, ce n'est pas seulement terminé le temps de la guerre, c'est terminé définitivement, puisque, vous vous en souvenez sans doute, on a beaucoup mis en avant, parmi les explications de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pas simplement parce que le Hamas, parce que l'Arabie saoudite, etc., c'est pas simplement de facteurs externes, c'est parce que nous étions divisés. Et on a repris d'ailleurs de manière très abondante cette légende touchante, émouvante, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité historique, la destruction. Qu'est-ce qui a fait la destruction du Second Temple? La haine gratuite.
Et en gros, on a repris cette idée-là pour dire, regardez quelle catastrophe ça a été pour le peuple juif, la dispersion, etc. Eh bien, voilà, la première leçon que nous devons tirer de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que nous devons être unis. Ça n'enterrera pas nos divisions, mais au moins nous aurons gagné ça, que nous serons unis. Et la traduction de cette unité, elle a eu d'abord une traduction concrète, c'est ce mouvement magnifique de ressaisissement de la société israélienne, prenant, je dirais, pour ainsi dire, la place de l'État qui avait fait faillite. Ce à quoi on assistait le 7 octobre et les jours qui ont suivi, c'est la faillite de l'État. L'État n'est plus là pour répondre. Ces séquences-là qu'on a vues en direct, où des personnes appellent l'armée, la police, les ambulances, Magen David Adom, etc., et on ne répond pas, c'est ce qui a, je dirais, ça reste encore très présent dans les oreilles de tous les Israéliens qui ont vu ce que signifie une faillite d'État. Comment un État, à un moment, n'est plus en mesure d'assurer la routine qui justifie que l'État existe. Que tout État existe. Cette routine-là qui voilà, nous préserve de l'insécurité et de l'incertitude. Donc on a vécu, vous voyez, je vous décris comment les choses ont évolué, on a vécu avec ce sentiment qu'on ne sait pas à quoi ressemblera exactement l'État d'Israël au lendemain du cessez-le-feu qui viendra un jour ou l'autre, mais on aura tous appris, on a tous mûri, on sera moins polarisés les uns les autres, et si la classe politique ne le comprend pas, la société israélienne, elle le comprend. Et on a vu ces scènes de fraternisation, vous en souvenez sont toutes, les orthodoxes qui rentrent dans les bases militaires, qui dispensent une prière pour nous tous, etc., pour les soldats, etc. Les distributions de repas, voilà. Y compris même si ça n'a pas de traduction politique, et je suis heureux de m'en souvenir pour vous le dire maintenant, y compris même les Palestiniens d'Israël, dont tout le monde a souligné qu'ils ont été d'une loyauté et d'une solidarité, et je dirais même pas, le mot solidarité n'est pas déplacé, puisqu'il y a eu également des Palestiniens d'Israël, des Bédouins notamment, qui ont compté parmi les victimes et parmi les otages. Et ce regard-là que Juifs et Arabes se sont échangés en se disant « vous êtes des nôtres et nous sommes des vôtres », a été quelque chose aussi de très important, même si ça n'a pas de traduction politique, immédiate en tout cas. Et nous pensions tous, nous avions tous les yeux rivés sur les fronts, y compris les Houthis, donc sur les fronts militaires, les fameux 7 fronts militaires, et en se disant, voilà, on a appris quelque chose, et la classe politique l'apprendra. Et puis, depuis 2 mois, 3 mois, et c'est surtout effectivement après l'élimination de Sinwar, comme quoi, vous savez, il y a correspondance et convergence entre des événements sur les fronts extérieurs et sur les fronts intérieurs. On se rend compte que, avec comment dirais-je, tout le monde a noté, bien sûr, que Netanyahou avait une cote de popularité inégalée depuis le 7 octobre. Et là, ça a redonné en quelque sorte un peu de vigueur à ce camp-là, qui jusque-là, je dirais, n'entretenait comme seule division la question des otages. Voilà. C'était le seul clivage que nous autorisions. Ceux qui pensaient qu'il faut arrêter la guerre pour sauver les 100 otages, vivants ou survivants, ou peut-être déjà disparus, et ceux qui disaient non, la raison d'État l'emporte. Et c'est d'ailleurs, en termes de philosophie politique, je l'avais écrit, un débat extraordinaire entre la raison d'État et le contrat social. Qu'est-ce qui l'emporte? Netanyahou disant, si la condition pour Sinwar, c'est d'arrêter les combats, eh bien, je préfère sacrifier les otages. Il ne pouvait pas le dire comme tel, mais on sentait bien que, voilà, c'était, encore une fois, le seul clivage qui restait encore, on va dire, vivace. Et là, depuis septembre, octobre, là, on assiste à quelque chose qui nous trouble, qui me trouble, et pour lequel, comme tu l'as dit, Martine, en début, oui, je le dis explicitement, et ce n'est pas trop la manière dont j'agis en général, j'attends, j'exhorte la communauté juive en France, ceux qui soutiennent Israël, amis d'Israël, à être extrêmement vigilants sur ce qui se passe. Je serais presque tenté de dire, je respecte, je comprends l'obligation de réserve qui fait que
les amis d'Israël, juifs ou non juifs, n'osent pas critiquer la conduite de la guerre. Et vous avez bien remarqué qu'il n'y a jamais eu de manifestation pour la guerre au nom des institutions juives ou au nom des amis d'Israël. Le seul combat qu'on s'est autorisé, c'est les otages, c'est d'alerter l'opinion publique sur le sort des otages. Donc je comprends, encore une fois, par réalisme, par lucidité, cette prudence qui consiste à dire, voilà, ce sont les dommages collatéraux, et à faire des comparaisons, regardez Mossoul, regardez, voilà, donc les chiffres du Hamas, voilà, tous ces arguments pour essayer je le comprends, voilà, je ne le partage pas forcément, mais je comprends cette attitude. Là, on pourrait dire, concernant les évolutions internes, on pourrait dire, ah, mais attendez, nous, institutions juives ou amis d'Israël, nous ne pouvons pas intervenir dans les affaires intérieures d'Israël. Et autant je respecte l'obligation de réserve de beaucoup d'entre vous, autant là, il n'y a pas d'obligation de réserve à avoir. Autant là, il faut être non seulement vigilant, mais, allez, je vais jusqu'au bout, menaçant. C'est là où, pour moi, c'est votre épreuve. C'est votre test. Et je dis, juifs, non juifs, je ne fais pas de distinction. Tous ceux qui ont une partie de leur cœur ou tout leur cœur pour Israël doivent se dire aujourd'hui, attention, danger. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, consécutif à ce réveil, enfin, je veux dire, à ce soutien retrouvé et à cette coalition renforcée, eh bien, on n'attend pas la fin de la guerre pour les remettre en discussion, pour les remettre en débat. On commence tout de suite. Et on a, voilà, alors ça se décrit, pardon, je dois terminer, il me reste, non, j'ai dépassé de 3 minutes, ou j'ai encore 2 minutes. Là. Alors 2 minutes. Non, c'est déjà moins 3, donc j'avais mis 20 minutes, si j'ai 25, bon, alors j'ai encore 2 minutes. D'abord la réforme judiciaire. Alors, je commencerai dans la chronologie. Tout un ensemble de lois qui, tirant parti de la situation sécuritaire, viennent, je dirais, limiter les libertés fondamentales. Et pour le coup, ce n'est pas seulement des Arabes israéliens, c'est eux en particulier, mais également des Israéliens, fussent-ils des citoyens juifs. Et je vais en donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est, vous connaissez ça également, l'apologie du terrorisme. Alors, attention, que je ne sois pas mal compris, je ne dis pas qu'on ne doit pas surveiller, contrôler, examiner, enquêter. Mais quand le projet de loi, qui est passé déjà en première lecture, consiste, écoutez bien, à suspendre définitivement un instituteur ou une institutrice parce qu'il ou elle aurait fait apologie du terrorisme, avec pour seule signature celle du directeur général du ministère de l'Éducation nationale, sans autre forme de procès. J'imagine qu'il y aura une enquête qui précédera, mais sans passer par la procédure qui existe dans ce type de situation. La démocratie, elle ne dit pas non, l'apologie du terrorisme, ça n'existe pas, etc. Elle dit, s'il y a quelque chose d'attendre là, il y a une procédure à suivre. Une audition, une enquête, on passe devant telle ou telle commission. Là, non, c'est fini. Signature, une fois qu'on aura lu une enquête qui sera faite, et bien entendu, avec une notion d'apologie du terrorisme, quand on sait que est considéré comme terroriste, toute, ou pratiquement toute critique un peu sévère et un peu impitoyable de l'État d'Israël. Toute considération, je le dis ici en mon nom propre, la loi n'est pas encore votée, de toute façon je ne suis pas instituteur, donc, mais si je dis, oui, une occupation entraîne nécessairement une violence qui peut inclure une violence terroriste, qui sait si, pour avoir dit cette phrase-là, on ne considérera pas que j'ai fait une apologie du terrorisme. La distinction que je fais, moi, en Israël, entre des soldats qui sont l'objet d'attentats ou de meurtres, etc., et des civils, cette distinction n'existe pas en Israël. C'est terroriste dans un cas comme de l'autre. Sur le plan strictement, enfin, je veux dire la définition, le terrorisme vise des civils. Quand il vise des militaires, ce n'est pas du terrorisme, c'est de la violence.
mais ce n'est pas du terrorisme. Il est possible que, de l'avoir dit comme ça aujourd'hui, alors, encore une fois, les universités sont mieux protégées, mais voilà un exemple, et il y en a déjà 2, 3 qui s'accumulent, qui sont déjà discutés. Même chose pour être un candidat aux élections municipales. Et si vous pensez qu'on attend encore que la loi soit votée, eh bien non, il y a un deuxième projet déjà pour dire également aux élections législatives. Qu'est-ce que ça veut dire, en clair? Que la plupart des députés, des candidats, des députés israéliens, arabes israéliens ou palestiniens d'Israël ne pourront plus se représenter. Parce que la loi sera votée d'ici les élections de 2026. Donc ça commence comme ça. Or, vous imaginez bien, si l'échec du Balad a permis au Likoud et à la droite de renforcer ses suffrages, vous imaginez bien que si les Arabes israéliens ne se présentent plus, et il n'est pas exclu que les partis arabes eux-mêmes décident de boycotter les élections. Restez entre vous. Il l'avait fait une fois en 2002 dans la confrontation entre, quand il y avait le suffrage universel pour la désignation du Premier ministre, entre Ariel Sharon et Ehud Barak. Et Ehud Barak a perdu, entre autres parce que les Arabes israéliens avaient boycotté les élections. Il y avait eu un appel à ne pas se présenter. La réforme judiciaire, elle est remise aujourd'hui en avant. Et quand bien même elle ne le serait pas, dans le temps qui nous reste, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? De l'obstruction, et on fait surtout, je dirais, un tir de barrage contre, actuellement, le deuxième contre-pouvoir en Israël, qui est actuellement c'est une femme, la conseillère juridique du gouvernement, avec une chose sans... Alors, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Il y a toujours des tensions entre le gouvernement et le conseiller juridique du gouvernement, puisque le conseiller juridique du gouvernement est celui qui vient réguler l'action gouvernementale en disant « ça, vous pouvez le faire, ça, vous ne pouvez pas le faire ». Donc, je dirais, structurellement, il y a toujours une collision plus ou moins explicite, plus ou moins implicite, entre cette fonction et le gouvernement, puisqu'elle vient en quelque sorte entraver lorsqu'elle juge, ou il juge, qu'ils vont trop loin. Et là, on a fait plus fort encore. En dépit de cette contradiction structurelle entre les deux, 18 ministres ont signé une pétition à l'issue d'un seul pour déclarer qu'il fallait la limoger. Et c'est des choses qui ne font pas partie des règles. Les normes, on peut décider de limoger un conseiller juridique. Mais faire une pétition et faire que près de la moitié des ministres disent « aujourd'hui, il faut la limoger », ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un qui est de notre étiquette, de notre bord. Et donc, on va de plus en plus, et je terminerai par là, vers cette démocratie illibérale, démocratie électorale, parce que c'est toujours le suffrage universel qui sera respecté. Et pour conclure sur cette vigilance à laquelle je vous appelle, je vais dire ceci. Attention. Aujourd'hui, il n'y aura pas de marche sur Rome, il n'y aura pas de marche sur Jérusalem comme il y a eu la marche sur Rome en 1922. Ce n'est pas comme ça que ça se... Aujourd'hui, les démocraties libérales ne fléchissent pas comme elles ont fléchi dans l'entre-deux-guerres par des coups d'État. Mais en revanche, par un acharnement législatif, quand on dispose d'une majorité, et qui met en cause le fait qu'il y a des principes sacrés et constitutionnels, quasi-constitutionnels. Et là, pour terminer, c'est pas seulement notre affaire, c'est aussi la vôtre. Et je dirais c'est l'affaire également de l'État d'Israël, car l'État d'Israël ne tiendra pas s'il se dissocie du dernier lien qu'il reste encore entre Israël et l'Union européenne, par exemple. C'est encore une démocratie, ou pour reprendre le poncif traditionnel, la seule démocratie au Moyen-Orient. Si elle cesse d'être une démocratie, qu'elle n'est plus qu'une démocratie illibérale, il y aura remise des accords. Donc je le dis, pas simplement dans l'intérêt de la gauche ou du centre en Israël et des forces libérales d'Israël, je le dis également dans l'intérêt de la pérennité d'Israël.
qui entretient des relations avec le monde occidental, le monde libre, l'Occident, la civilisation, comme Netanyahu aime bien le dire, si ce n'est que en dissociant pas à pas, à petits pas, mais clairement et nettement, la démocratie israélienne libérale de cette libéralité, pour n'en être qu'une démocratie électorale, vous aurez et il faut le dire, un exode israélien des élites qui peuvent s'accommoder de législation religieuse, de heures de piscine pour les orthodoxes, pour les religieux ou pas, tout ça, ça fait des années qu'on s'en accommode et qu'on ne trouve pas ça grave, pour répondre à... mais qui ne s'accommoderont pas d'un État d'Israël qui ne ressemblera pas à ce qu'il a été, en dépit de l'occupation, en dépit de l'état d'urgence, en dépit des guerres. On a toujours tenu bon les deux bouts, et là, on ne tiendra pas. Et il y aura donc un exode, il y aura un affaiblissement des relations diplomatiques, une remise en cause des accords avec l'Union européenne, et c'est pour ça que c'est aussi votre affaire. Merci.